Bonsoir, Madame, Messieurs. Bonsoir, Madame, Messieurs. Voici 10 ans qu'était adoptée la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Qu'en est-il des suites de cette initiative au Cameroun? Les droits des peuples autochtones sont-ils vraiment garantis? Que font les organismes qui travaillent au quotidien sur cette question? Quelques récriminations entendues ci et là jettent parfois le trouble sur la défense des droits des peuples autochtones au Cameroun. Pour en savoir davantage, deux invités nous ont fait l'honneur de venir sur ce plateau ce soir pour en parler avec nous. Il s'agit de Cléto Ndikoumangenge. Bonsoir. Et bonsoir. Alors, Monsieur Cléto Ndikoumangenge, vous êtes directeur de la conservation au Fonds mondial pour la nature, bureau du Cameroun. Exactement, et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Et c'est le Fonds mondial pour la nature également connu sous le nom de WWF. Exactement. Voilà. Alors, que faut-il entendre par conservation, Monsieur Ndikoumangenge? Effectivement, le vocable conservation allie plusieurs concepts. D'abord, le concept de protection de l'environnement pour éviter qu'il y ait une extinction accélérée de nos ressources. Ça combine également l'autre concept de développement durable. Pas de développement durable, il faut entendre le développement économique des communautés, le développement social de l'homme dans son intégrité et bien sûr le renouvellement biologique de nos écosystèmes. Donc par conservation, il faut entendre cette combinaison entre le développement durable et la gestion et la protection de nos écosystèmes. Pour dire que nous devons bien sûr gérer nos ressources pour le bien-être des communautés actuelles tout en garantissant la disponibilité de façon durable des ressources dans le futur. Merci pour cette explication qui nous permet de continuer, qui nous permettra d'en savoir un peu plus avant. Merci pour cette explication qui nous permet de continuer, qui nous permettra d'en savoir un peu plus davantage. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Avec vous ce soir, Monsieur Ndikoumangenge, Monsieur Alain Bernard Ononino, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le coordonnateur du programme régional de lutte contre la criminalité phonique en Afrique centrale. C'est bien cela? C'est bien cela. Alors, la criminalité phonique, que faut-il entendre par criminalité phonique pour que nos téléspectateurs comprennent très bien de quoi il s'agit? Merci. Phonique déjà vient de faune. Faune renvoie aux espèces animales ou aux animaux. À l'opposé, on a la flore qui renvoie aux espèces végétales, aux plantes. Ici, on parle bien des animaux sauvages. Donc, la criminalité phonique, c'est, on peut dire, l'ensemble des infractions qui portent sur les animaux sauvages ou alors qui affectent les animaux sauvages. Qui sont... Et parmi les animaux sauvages, on peut citer quelques-uns. Il s'agit des espèces en voie d'extinction. On a par exemple l'éléphant, on a le lion, la panthère, on a l'hippopotame. Bref, on a un ensemble d'animaux sauvages. Et la loi camerounaise les a classés en 3 classes. Donc on a les espèces dites intégralement protégées, qui sont celles que je viens de citer. À côté de là, on a des espèces dites partiellement protégées, qui, celles-là, ont un nombre un peu plus important que celles dites intégralement protégées. On a dans cette espèce, dans cette liste, on peut par exemple citer les perroquets, on peut citer certains mammifères tels que la biche, tels que le sanglier. Et on a donc les espèces de la classe C qui ne sont ni intégralement protégées, c'est-à-dire la classe A, ni partiellement protégées, c'est-à-dire la classe B. Donc la criminalité phonique vise donc à s'attaquer aux infractions qui B. Donc la criminalité phonique vise donc à s'attaquer aux infractions qui portent sur ces espèces-là. Et le programme que nous coordonnons porte sur 5 pays en Afrique centrale, dont le Cameroun. Les autres pays étant le Congo, le Gabon, la RCA, la République centrafricaine, et la République démocratique du Congo. Ok. Mais, oui, Monsieur Ndikoumangenge. Oui, justement, parlant de la conservation, au niveau du WWF Cameroun, nous avons identifié effectivement nos priorités. Et comme vient de le dire, les 3 grandes priorités du Cameroun au niveau de la conservation, c'est d'abord l'éléphant. Comme vient de le dire, c'est une espèce phare qui a un rôle important à jouer
au niveau de la conservation, mais également au niveau de l'écotourisme. Parce que c'est grâce à elle qu'on peut avoir beaucoup de touristes, mais aussi c'est grâce à elle que la forêt se régénère. La deuxième priorité au niveau du Cameroun, bien sûr, c'est les grands singes. Pas les grands singes. Vous avez entendu que dans beaucoup... Oui, les gorilles et tout le groupe qui est là. L'observation qu'on a eue, c'est que ces grands singes également jouent un rôle important au niveau de la forêt, mais également au niveau de la culture des Camerounais. Parce que grâce aux grands singes, il y a les mythes qui sont liés à ça, mais aussi il y a tout ce qui est protection qui est lié à ces grandes espèces. Et puis la troisième priorité qu'il ne faut pas ignorer au niveau du Cameroun, c'est bien sûr les forêts. Les forêts, c'est une priorité. Par forêt, il faut entendre bien sûr les forêts pour la production du bois et du bois d'œuvre, mais également il faut entendre les produits forestiers non ligneux et également les aspects culturels et culturels des forêts. Ce qui fait que ça fait ces trois ensembles qui nous paraissent essentiels. Mais à côté de ça, bien sûr, par conservation, nous devons penser également à ce qui est autour de ces forêts, autour de ces grands mammifères, et penser aussi aux agro-industries. Nous avons un grand problème, un grand programme qui travaille au niveau des grandes industries, que ce soit les grandes plantations, mais aussi les grandes exploitations minières qui travaillent dans ce sens. Il y a bien sûr un programme, mais aussi les grandes exploitations minières qui travaillent dans ce sens. Il y a bien sûr un programme transversal qui va présenter, qui est important, sur l'application des lois. Comment est-ce que tout ça doit fonctionner? Parce qu'on ne peut pas conserver sans mettre en place, sans mettre en musique par l'application des lois. Voilà, grosso modo, nos priorités de la conservation au niveau du Cameroun. D'accord. Alors, merci. Alors, nous parlions, cette émission s'appuie d'abord sur les 10 ans de la déclaration des Nations Unies sur la protection des peuples autochtones, puisque toutes ces zones dans lesquelles vous intervenez, vous, WWF, vous, dans le programme que vous coordonnez, sont des zones dans lesquelles vivent les peuples autochtones. Donc, ça fait 10 ans que les Nations Unies ont pris une déclaration qui consiste à protéger ces peuples autochtones. Mais il faut comprendre d'abord qu'est-ce que la déclaration des Nations Unies pour la protection des peuples autochtones. Qu'est-ce qu'elle est? La déclaration des Nations Unies pour la protection des peuples autochtones, c'est un engagement, une fois de plus, au niveau international, qui reconnaît justement la spécificité des peuples autochtones dans le monde. Il faut comprendre que ça vient, dans la plupart du temps, de l'Amérique latine, où il y a beaucoup de mouvements de populations autochtones, parce que ce sont des populations qui étaient exclues de leur terre. Ce sont des mouvements de contestation qui ont donné droit à ça. Mais en réalité, au niveau du Cameroun et des pays africains, nous constatons que la plupart des gouvernements ont décidé de prendre des populations dans leur ensemble. Et c'est pour ça qu'au niveau de la vision de WWF, que ce soit au niveau du Cameroun, au niveau international, nous mettons le peuple, les populations, les communautés dans leur ensemble au centre de nos préoccupations. Alors, de manière spécifique, que fait WWF? D'abord, depuis le lancement de notre organisation, nous avons insisté beaucoup sur certains outils, certaines directives. Toute personne qui travaille au WWF doit comprendre qu'il y a des règles de protection de ces populations. Nous avons une obligation de les... Il y a des règles de protection de ces populations. Nous avons une obligation de les impliquer dans ce que nous faisons, mais également nous avons une obligation de prendre en compte de leurs préoccupations au niveau du terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis qu'on est là, nous avons d'abord promu certains programmes qui tiennent compte de leurs spécificités. D'abord, au niveau des foyers communautaires, là, le Cameroun a fait beaucoup d'efforts pour donner certaines forêts communautaires aux populations autochtones. Un élément important aussi, c'est qu'au niveau de l'EVF, nous travaillons pour que la reconnaissance de leurs droits soit également renforcée, parce que les ministères qui travaillent dans ce cadre sont en collaboration avec nous, en partenariat pour pouvoir reconnaître leurs droits. Et enfin, il y a beaucoup de programmes de formation qui puissent également aider à ce que les communautés de population autochtone au niveau du Cameroun puissent également être renforcées au niveau de la formation. Voilà où nous sommes actuellement. Oui, mais alors peut-être une précision, il faut bien préciser à l'endroit de nos téléspectateurs que lorsque nous disons peuple autochtone, ça renvoie, sans que cela puisse avoir une connotation péjorative. Ici, chez nous, quand on dit peuple autochtone, ça renvoie à ce qu'on appelle communément les pygmées.
Et encore qui d'autre? Vous qui êtes les spécialistes de la question. Et en principe, au niveau du Cameroun, la dernière étude, bien sûr, reconnaît bien sûr ce qu'on appelle les pygmées, mais il y a aussi les Mbororo, il y a ça en cours d'être discuté. Mais en réalité, la vision du pays que nous partageons également, c'est que tout en tenant compte de ces spécificités, nous devons tenir compte, bien sûr, des synergies entre les populations autochtones et les communautés locales. Et c'est pour ça que tous les plans d'action que nous mettons en œuvre sont des plans d'action population autochtone, mais également communauté locale. Et c'est pour ça qu'il y a tout un travail qui est fait au niveau national pour pouvoir mettre en exergue toutes ces communautés, que ce soit les pygmées avec les sous-groupes, que ce soit les Baka, les Bagueri. Et vous connaissez aussi d'autres groupes dans d'autres pays comme les Batois, que ce soit les Baka, les Bagueri. Et vous connaissez aussi d'autres groupes dans d'autres pays comme les Batois et d'autres, qui sont en fait mes groupes. Au Rwanda et au Burundi. Au Rwanda et au Burundi, et en RDC aussi. Mais ce sont des communautés qui sont là, mais qui bénéficient actuellement de beaucoup d'appui au niveau de WWF, également des organisations comme la Banque mondiale et d'autres. On va y arriver. On a mis beaucoup d'emphase de travailler au niveau des plateformes, au niveau national, sur le plan international, pour justement tenir compte de la spécificité de chaque pays. Et pour que nous puissions nous rendre compte qu'on doit avoir à cœur que tout programme de conservation doit tenir compte de ces groupes qui sont des composantes importantes de nos populations. Alors, Monsieur Nonino, dans le cadre des aspects phoniques, comment est-ce que ces droits des peuples autochtones sont aujourd'hui, comment ils sont pris en compte? Avant de répondre à votre question, je vais d'abord clarifier que le thème criminalité phonique renvoie à deux principales composantes. Absolument. D'un côté, vous avez la lutte anti-braconnage, qui consiste à lutter contre le prélèvement illicite des animaux dans la forêt. Donc, ces animaux protégés tels que je les ai cités précédemment. Donc ça, c'est une des composantes. La deuxième composante, c'est la lutte contre le commerce illicite des produits de la faune ou des produits de la faune. Donc une fois que ces animaux sont prélevés illicitement, alors l'autre aspect est de s'assurer que ces animaux ne se retrouvent pas dans le commerce. Parce que la loi a encadré le prélèvement des animaux. La loi a encadré la chasse. La chasse est une activité qui n'est pas en soi interdite, mais qui est réglementée. Donc il faut s'assurer donc que la chasse se pratique conformément à la loi. Et de l'autre côté, le commerce également des espèces est pratique conformément à la loi. Et de l'autre côté, le commerce également des espèces est réglementé. Au niveau international, il est réglementé par une convention qui s'appelle la CITES. C'est la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Alors au Cameroun, le Cameroun étant parti à cette convention, le Cameroun a pris en interne des lois et des règlements qui visent donc à réguler le commerce des espèces sur le plan national et à l'international. Pour revenir maintenant à ce que le WWF fait au Cameroun, le WWF s'occupe essentiellement des aspects liés à la lutte anti-braconnage. Et là, il faut préciser également, parce que la lutte anti-braconnage est à la base une activité régalienne de l'État. Donc le WWF, en tant qu'une ONG, ne fait pas la lutte anti-braconnage sur le terrain. Par contre, le WWF appuie les efforts du gouvernement dans cette lutte, dans le cadre de la lutte anti-braconnage. Et pour ce qui est du Cameroun, cet appui se manifeste suivant 3 axes principaux. Le premier est que nous appuyons le gouvernement dans la mise en place d'un système de collecte des informations sur les activités illégales. Parce qu'aujourd'hui, la lutte anti-braconnage se fait, contrairement au passé où elle se faisait de façon individuelle par des chasseurs qui allaient prélever le gibier en forêt pour des besoins alimentaires, pour des besoins de consommation. Aujourd'hui, ce braconnage a migré pour devenir un peu un braconnage commercial. Et qui dit commercial dit de gros moyens en jeu. Donc, elle se fait aujourd'hui de plus en plus autour des réseaux criminels bien organisés. Et il est donc question, parfois, de mettre sur pied un système de collecte d'informations pour pouvoir démanteler ces réseaux. Donc, c'est l'un des premiers aspects sur lesquels nous appuyons les efforts du gouvernement. Le deuxième aspect, c'est l'appui aux opérations de terrain.
C'est-à-dire tout ce qui... Le deuxième aspect, c'est l'appui aux opérations de terrain. C'est-à-dire tout ce qui concerne les patrouilles dans et en périphérie des aires protégées. Donc nous appuyons financièrement et techniquement le gouvernement pour que les opérations sur le terrain soient plus efficaces. Le troisième axe, c'est l'appui aux poursuites judiciaires. Et si vous voyez bien les trois... Puisqu'on traduit désormais, pour ceux qui sont convaincus de braconnage, ils sont traduits devant les tribunaux. Exactement. Comme je l'ai dit précédemment, la chasse est réglementée. Donc il faut pratiquer cette activité conformément à la loi. Et tous ceux qui contreviennent à la loi doivent répondre de leurs actes, tout comme toute autre infraction qui sont prévues par les lois du Cameroun. Donc ce troisième aspect est l'appui aux poursuites judiciaires. Pour que si jamais en amont, on a un bon système de collecte d'informations qui va conduire à plus d'efficacité des opérations sur le terrain, on aura donc davantage de contrevenants à la loi arrêtés, interpellés, de saisie de produits ou de matériel illicitement acquis, et ces affaires seront donc portées devant la justice. Il est donc question d'appuyer les efforts du gouvernement également dans la traduction effective de ces contrevenants en justice. Donc ça, c'est les principaux aspects. Alors, dans ce cas-là, est-ce que le dispositif, parce que quand on vous entend déployer ces dispositifs, on pourrait dire le Baka ou le Bagieli qui vit dans cette zone-là, comment il fait encore pour aller? Quelles sont les dispositions qui sont prises pour que lui puisse encore aller dans la forêt, prélever ce qui lui est nécessaire pour pouvoir vivre? Alors, comme je l'expliquais précédemment, au départ, le braconnage était une activité qui se pratiquait essentiellement à des fins alimentaires. Ces populations autochtones vivent dans la forêt depuis des siècles. Absolument. C'est leur environnement. Alors, elles ont toujours dans la forêt depuis des siècles. Absolument. C'est leur environnement. Alors, elles ont toujours vécu aux côtés de ces animaux. Et elles ont toujours prélevé ces animaux à des fins de consommation. Et le prélèvement à des fins de consommation à lui-même ne constitue pas une menace sérieuse comme l'est le prélèvement à des fins commerciales. Et lorsque les braconniers, les trafiquants qui prélèvent les animaux à des fins commerciales veulent commettre leur forfait, ils instrumentalisent dans ces populations locales. Ils utilisent leur connaissance de la forêt, leur connaissance de la ressource, leur connaissance des espèces, et la plupart du temps, ils leur fournissent en armes et en munitions pour pouvoir aller commettre les forfaits en forêt et récupérer donc le produit de la chasse, que sont les produits de haute valeur tels que l'ivoire, tels que les écailles de pangolin, tels que les peaux des félins, tels que les crânes des grands singes, etc., etc. Donc, les populations autochtones deviennent donc des victimes du braconnage. On les utilise pour commettre des activités en forêt. Elles bénéficient très peu parce qu'en retour, qu'est-ce qu'on leur donne? On leur donne un peu de whisky, on leur donne un peu de sel, on leur donne de l'argent, mais un peu d'argent. En comparaison à ce que ceux qui récupèrent les produits et les revendent, que ce soit sur le marché national ou alors sur le marché international, gagnent. Et ceux-là gagnent beaucoup d'argent. Maintenant, elles sont donc victimes parce qu'elles sont au premier plan de la lutte. Ça veut dire que lorsque les agents d'application de la loi font des patrouilles sur le terrain, organisent des opérations coup de poing, il est plus facile font des patrouilles sur le terrain, organisent des opérations coup de poing, il est plus facile d'arrêter le membre de la communauté autochtone parce que c'est celui-là qui est le plus visible. On le rencontre en forêt, en possession d'une arme et des munitions, en possession du gibier, en possession des pointes d'ivoire. On reviendra sur monsieur Ononine, on reviendra sur le traitement dans le cadre du respect des droits humains des peuples autochtones, dans le cadre de ce que vous venez d'évoquer. Et puis, monsieur Ntikoumangenge, alors il y a donc la question des aires protégées, puisque comme l'explique monsieur Ononino,
il y a d'abord la question des aires protégées. C'est là où nous en venons à cette heure-ci. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on a dû créer ces aires protégées? Et on entend des gens qui se plaignent, les peuples autochtones qui disent oui, ben, écoutez, on ne peut plus aller manger notre viande tranquillement. Pourquoi le VVF pense qu'il faut créer des aires protégées? Effectivement, je pense qu'il faut d'abord louer les efforts du gouvernement parce que après la conférence de Rio de Janeiro sur le développement durable, et beaucoup de pays ont pris des dispositions pour augmenter les superficies de leur pays en aires protégées pour des raisons évidentes. La première raison, c'est que à travers les aires protégées, on peut garder les espèces qui sont menacées d'extinction plus facilement parce qu'on peut réglementer, on peut contrôler, on peut également prendre des mesures de conservation comme j'ai défini dès le départ. Mais ça prend beaucoup d'espace tout ça. Ça prend beaucoup d'espace. C'est des centaines et des centaines d'hectares. Ça prend beaucoup d'espace, mais l'exemple qu'on peut vous donner, c'est que certaines aires protégées qui n'ont pas pu prendre en compte tous les espaces, quand vous regardez 20 ans plus tard, vous constatez que ce qui n'a pas été protégé est presque vide. Je peux donner un exemple, par exemple, au niveau de la Benoué, j'étais là dernièrement, je me suis rendu compte que tout ce qu'on n'a pas mis en défense est presque vide actuellement, ça envahit par les communautés. Alors, le gouvernement du Cameroun a mis en place des protégements, ça envahit par les communautés. Alors, le gouvernement du Cameroun a mis en place des aires protégées et le VVF n'est pas là justement pour créer ces aires protégées. La création des aires protégées, c'est du ressort du gouvernement, c'est une action régalienne. D'abord, il faut bien distinguer qu'il y a des aires protégées qui sont presque vraiment où l'accès aux populations est limité, alors que d'autres protégés, des aires protégées peuvent permettre qu'on puisse y entrer aussi. Alors, dans le cas du Cameroun, pourquoi les aires protégées? Elles permettent que les populations autochtones puissent aller prélever? Et effectivement, dans le cas de beaucoup d'aires protégées qu'on a actuellement, les droits des communautés autochtones sont vraiment préservés. Et c'est pour ça que pour le cas du Cameroun, en deux aires protégées, on a prévu ce qu'on appelle une approche paysage. Ça permet à ce qu'une aire protégée qui est créée au niveau d'une zone, on peut également avoir les constructions forestières qui sont autour, de manière à ce que les exploitants forestiers qui sont autour des aires protégées peuvent continuer à bénéficier de l'entrée des communautés dans ces concessions afin d'exploiter les produits forestiers non ligneux. Alors, pour le cas de VVF, nous avons une convention de collaboration avec deux ministères, le ministère des Forêts et de la Faune, mais également le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Pour les aires protégées, nous avons beaucoup d'activités d'abord au niveau du parc national de l'Obéké, qui est au sud du Cameroun, et où nous avons travaillé pour justement conserver les forêts, et également faire la gestion communautaire des actions qui sont autour, mais aussi encadrer les populations Baka qui sont dans ces zones. Et nous avons également une grande coopération dans ce qu'on appelle le tridome, c'est-à-dire trinational entre le Dja, Ozala, Minkebe, entre le Cameroun, minières. Et dans ces zones, effectivement, nous devons promouvoir et la gestion durable des aires protégées, mais aussi permettre aux communautés qui sont autour de travailler sur les questions d'exploitation minière en étroite collaboration avec les grandes industries minières. Mais nous avons également le parc national de Campoman, Campoman qui est vraiment un parc assez particulier qui est autour d'Okribi et qui est entouré de beaucoup d'agro-industries. Vous savez également que nous avons beaucoup de grandes réalisations, que ce soit le port à eau profonde, nous avons les chemins de fer qui sont prévus dans la zone. Et là, nous devons nous féliciter parce que le Cameroun va promouvoir l'habituation des gorilles pour appeler justement les touristes qui viendront profiter des protégés grâce au travail de VVF. Il y a au sud-ouest du Cameroun, nous avons beaucoup d'actions, notamment autour du parc national d'Okorop. Et là, malgré la disparition des éléphants, nous travaillons pour pouvoir diminuer justement la pression sur les éléphants, mais également travailler sur ce que nous appelons le bonus environnemental, pour que les communautés qui sont impliquées dans la gestion puissent profiter justement de leur implication en attirant les touristes, mais également en promouvant la conservation par les efforts qu'ils font au niveau des communautés. Bien sûr, il y a le mot Cameroun. Et vous savez qu'au niveau du mot Cameroun, nous sommes en train de protéger justement le Prunus africana, qui est une essence qui est beaucoup prisée
pour pouvoir lutter contre le cancer de la prostate. Vous savez que tout homme qui est âgé de plus de 50 ans est exposé à ça. Et c'est pour ça que nous devons éviter pour qu'il n'y ait pas de surexploitation de ces ressources. Il y a d'autres actions que nous menons autour du parc national de Bakossi et pour pouvoir justement réserver la protection de nos ressources. Il y a enfin le sanctuaire de Banyambo au sud-ouest pour pouvoir essayer de voir comment nous devons protéger la faune sauvage et dans ces zones. Et enfin, nous avons un très grand programme qui protège la faune sauvage et dans ces zones. Et enfin, nous avons un très grand programme qui est transfrontalier entre le Tchad, le Cameroun et la RCA pour protéger les éléphants. Vous avez entendu ce qui est arrivé il y a quelques années au niveau du parc national de Bandjida. On a tué beaucoup d'éléphants, les braconniers venus de l'extérieur. Et là, le WWF s'est joint à la CEAC, d'autres partenaires, pour pouvoir justement dire non à ce massacre, à cette criminalité, et pour que nous puissions mettre un programme transfrontalier entre les trois pays pour lutter contre justement la criminalité faunique au niveau des éléphants. Alors, la vision du WWF au niveau du Cameroun, c'est d'abord d'accompagner le gouvernement dans ses efforts pour que nous puissions donner des appuis justement aux conservateurs, mais également donner un apport technique, que ce soit au niveau de la vision, mais également au niveau de la visibilité, mais aussi au niveau des outils. Il y a beaucoup d'outils, il va revenir là-dessus, pour pouvoir justement traquer justement les gens qui font des mauvaises pratiques, mais aussi appuyer nos collègues qui travaillent au niveau de la conservation pour qu'ils puissent aller sur le terrain, mais également donner l'information exacte sur le nombre, mais également les migrations, parce qu'il y a des corridors qui sont là, mais aussi et surtout, comme j'ai dit au début, conserver les ressources autour des aires protégées pour diminuer la pression autour des aires protégées. Mais notre vision, c'est justement appuyer le Cameroun dans ce processus, mais également essayer de changer la gouvernance pour que nous puissions nous rassurer que ceux qui n'appliquent pas la loi soient vraiment punis, mais également que nous puissions donner un bon exemple comme pays d'Afrique centrale pour dire que halte à la criminalité faunique, mais aussi mettre de bons exemples de sanctions au niveau des gens qui n'appliquent pas la loi à son niveau. Est-ce que vous comprenez les critiques qui peuvent être émises par et pour les populations autochtones? Est-ce que vous comprenez qu'on vous dise que voilà, les aires protégées, les populations autochtones n'ont plus accès aux ressources comme elles entendent, Vous comprenez ces critiques ou bien vous pensez que c'est exagéré? Ce sont des critiques bien fondées, mais qu'il faut vraiment balancer parce qu'il faut bien comprendre pourquoi un gouvernement prend la décision de mettre des aires protégées. Quand vous comparez, par exemple, quand vous allez aujourd'hui au parc national de la Benoué, vous mettez dans le côté du parc et dans le côté où il n'y a pas le parc, vous constatez que là où il n'y a pas de parc dès le départ, tout est vide, il n'y a rien, il y a une grande population qui est là. Et c'est pour ça que la meilleure façon de prévoir l'avenir de nos enfants, c'est de réserver ces zones et de bien les protéger à son niveau. L'autre élément important que les gens ne comprennent pas, c'est que il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été menés au niveau national pour donner des dotations budgétaires par le gouvernement pour pouvoir gérer ces parcs. Actuellement, on donne, je crois, 27 millions par parc national. C'est insuffisant, certes, mais ça permet de construire un avenir, de mobiliser d'autres ressources à côté. Mais là aussi, nous devons comprendre aussi que s'il n'y a pas ces aires protégées, il y aurait beaucoup de gens, il y a beaucoup d'appétit, par exemple, au niveau des concessionnaires, de couper ces aires protégées. Parce que pour eux, ce sont des forêts comme les autres. Alors que si on se met à couper toutes ces forêts, il n'y aura plus de forêts d'ici 5-10 ans. Et c'est pour ça qu'on doit se rassurer qu'il y a des plans d'aménagement, même des concessions forestières autour des aires protégées. Même ces aires protégées doivent également avoir des plans d'aménagement pour éviter qu'il y ait une gestion à la volée, une navigation à vue justement, qui peut mener à terme à la disparition de ces aires protégées. Nous devons aussi mentionner que les aires protégées ne sont pas que forestiers, il y a des aires protégées marines. Le Cameroun doit également aller dans ce sens parce qu'il y a une recommandation du Congrès mondial des aires protégées 2003 tenu à Durban où le Cameroun avait pris un engagement de créer des aires protégées marines. Il y a des discussions qui sont en cours autour de Kribi, justement pour pouvoir créer des aires protégées marines parce que vous savez qu'il ne faut jamais oublier autour de Kribi, justement pour pouvoir créer des aires protégées marines parce que vous savez qu'il ne faut jamais oublier les océans représentent 4/5 du globe. La partie émergée n'est qu'en 5e.
Et alors, pensons aussi à protéger cette partie qui est très importante pour notre planète. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Nonino, vous vouliez préciser? Oui, je voudrais ajouter à la suite de Monsieur Ndikoumangenge que, pour revenir à votre question qui est très pertinente, pour dire que, vous savez, nous sommes dans une zone forestière où nous avons la culture de consommer du gibier. Gibier, tout à fait. Et c'est souvent difficile de faire passer le message d'interdire ou de réglementer la chasse ou l'accès à certaines espèces. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il n'est pas question de priver ces populations de ce gibier, de ces espèces. Encore que, comme je l'ai dit précédemment, il y a des espèces qu'on peut chasser, il y a des espèces qu'on peut consommer. Il y en a tout simplement du fait de leur extinction proche qu'il faut préserver. Donc ce n'est pas dans un but de priver les populations, mais c'est dans un but de gérer durablement, afin que ceux-là qui en ont bénéficié hier, ceux qui en bénéficient aujourd'hui, que nous pensions également à ceux qui pourraient en bénéficier demain, que nous pensons aux générations futures, que nous pensons à nos enfants. Si vous allez dans les zones rurales et que vous interrogez les chasseurs, eux-mêmes vous diront que lorsqu'ils posent des pièges aujourd'hui, ils attrapent de moins en moins de gibier. Cela veut tout simplement dire que nous sommes dans un contexte où on est en train de perdre ces espèces. Il est donc question de prendre des mesures pour que cette extinction-là ne soit pas aussi rapide, ne se fasse pas à la vitesse à laquelle nous l'assistons actuellement. Et c'est pourquoi le gouvernement prend donc ces mesures à laquelle nous l'assistons actuellement. Et c'est pourquoi le gouvernement prend donc ces mesures, identifie des zones géographiques de par leur abondance en biodiversité et décide de mettre un certain nombre de mesures de protection. Donc, il est important que l'on comprenne que cela rentre dans une politique de gestion de la ressource. Un peu comme on l'a fait pour la ressource forestière, un peu comme on l'a fait pour la ressource minière, un peu comme on l'a fait pour les ressources en eau, etc. etc. Donc c'est dans un but véritablement de gérer, de conserver durablement ces espèces, afin que si nous en jouissons aujourd'hui, que nous puissions en jouir le plus longtemps possible. Alors, vous parliez tout à l'heure du rôle des éco-gardes, hein. C'est-à-dire que nous parlons de réguler la manière dont les populations ont accès aux aires protégées. Ça se passe comment concrètement? Et quand on trouve, vous avez dit, des braconniers qui se servent des populations autochtones, et comment ça se passe concrètement? À combien comment on peut estimer ça? Il y a des périodes de chasse bien autorisées, bien réglementées, et lorsqu'on trouve des gens qui sont là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Les éco-gardes, on a entendu que parfois, on a entendu des gens dire, les éco-gardes nous ont pris, nous ont bastonnés, ils nous ont jetés dans la rue. Est-ce que c'est cela? Est-ce que finalement, il y a une réglementation beaucoup plus ordonnée? Déjà, pour nous référer à la loi phonique, il faut savoir que il y a des périodes de chasse. Il y a des zones synégétiques. Synégétique veut dire que c'est des zones de chasse dans lesquelles on peut chasser. Tout à fait. Il y a des zones qui sont protégées. Les parcs nationaux, par exemple, les réserves de faune, sont des zones protégées, sont des aires protégées. Et dans ces aires protégées, il est interdit de chasser. Mais dans les autres zones, dans les autres espaces, il est possible de chasser. Donc, c'est pourquoi je disais tantôt que la chasse n'est pas interdite, elle est réglementée. Chasser. Donc, c'est pourquoi je disais tantôt que la chasse n'est pas interdite, elle est réglementée. Maintenant, dans les aires protégées, il y a un système de protection qui est mis en place. Il y a des services de conservation qui sont gérés par un conservateur et qui gèrent des équipes d'éco-gardes et d'autres personnels administratifs et techniques. Les éco-gardes, eux, ils ont pour responsabilité de surveiller la zone. Ce sont les gardiens de la zone. C'est pourquoi ils le font en faisant ce qu'on appelle des patrouilles. Donc, ils sillonnent la zone pour s'assurer effectivement que des personnes étrangères ne pénètrent pas dans la zone pour prélever illégalement la ressource, étant entendu qu'il n'est pas possible de le faire.
Donc, elles le font de plusieurs manières. Il y a ce qu'on appelle des patrouilles régulières, il y a ce qu'on appelle des opérations coup de poing, etc., etc. Maintenant, il peut arriver des cas où, lors de ces opérations de terrain, que des bavures, que des actes de violation soient perpétrés. Et je ne voudrais pas dire ici que cela n'a jamais existé. Certainement, si ça se dit, cela pourrait vouloir dire qu'à certains moments, certains éco-gardes se sont comportés comme ils ne devraient pas le faire. Et quand on parle de bavure, ça peut être dû à des cas de violation des droits de l'homme. Et c'est pourquoi... Dans ce cas, vous avez pris des dispositions. Et justement, c'est à ça que je voulais en venir, pour dire que nous ne pouvons pas, comme je l'ai dit, la lutte anti-braconnage étant une activité régalienne de l'État, nous, VVF, en tant qu'une ONG, nous ne pouvons pas mener des activités de patrouille sur le terrain. Nous ne pouvons pas porter des uniformes et des armes pour aller défendre ces territoires. Mais l'État a des personnels qui le font. Mais notre responsabilité, territoire, mais l'État a des personnels qui le font. Mais notre responsabilité est de nous assurer que ceux-là le font selon les règles de l'art, c'est-à-dire de limiter des cas de violation des droits de l'homme. Et nous l'avons fait l'année dernière lorsque nous avons organisé une formation à l'échelle nationale. Plusieurs aires protégées dans lesquelles nous intervenons, nous avons réuni les éco-gardes qui travaillent dans ces aires protégées et nous avons, en collaboration avec deux institutions de renom au Cameroun, à savoir l'Ordre national du barreau, le barreau du Cameroun, l'Ordre des avocats, qui a une commission des droits de l'homme, et de l'autre côté, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Nous avons organisé donc une formation avec l'assistance technique de ces deux institutions. Ces éco-gardes ont été formés et par la suite, nous avons développé ce manuel qui est un manuel sur les droits de l'homme et le respect des droits des peuples autochtones et des bonnes pratiques en matière de lutte anti-braconnage. C'est un manuel qui a été développé en collaboration avec ces deux institutions sous la supervision et la coordination du ministère des Forêts et de la Faune. Et à ce jour, ce manuel est distribué aux éco-gardes afin qu'ils sachent que dans le cadre de leurs activités, il y a un certain nombre de règles qui sont contenues dans des conventions internationales auxquelles le Cameroun est parti et donc, par conséquent, doivent être respectées au Cameroun, qui sont le respect, le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, le droit à la confidentialité ou alors à l'inviolabilité de son domicile, un certain nombre de droits qui sont reconnus par les textes internationaux et nationaux qui doivent être respectés. Et on l'espère, avec cet ensemble de mesures, cela va qui doivent être respectés. Et on l'espère, avec cet ensemble de mesures, cela va contribuer, si ce n'est à éradiquer, mais à considérablement diminuer les cas allégués. Parce qu'il n'y a pas, de preuves qui ont été fournies que cela a été fait, mais il est de notre responsabilité. Donc les communautés autochtones n'ont jamais fait des dossiers, genre vous apportez un dossier disant que voilà, nous avons été victimes de maltraitance à tel endroit, à tel endroit. Jamais vous n'avez vu cela. Sur le terrain, il y a des plaintes qui ont été formulées par des représentants des communautés locales. Je parle ici d'apporter véritablement la preuve que cela a été fait sur le terrain. On ne dit pas qu'il n'y a pas de plainte. Les populations se plaignent de ce que des bavures ont été commises ça et là. Et comme je l'ai dit précédemment, ne pouvant pas mettre des staffs dans les patrouilles pour vérifier effectivement que chaque fois que les éco-gardes vont faire des patrouilles, qu'il n'y ait pas de bavure, alors on prend des mesures en amont, au moins pour donner une formation à ces éco-gardes sur la nécessité de respecter les droits de l'homme dans le cadre des activités de lutte anti-braconnage. Alors, vous vouliez dire quelque chose, M. Dikoumangenge? Je vous vois un peu... oui? Oui, je voudrais insister sur, effectivement, le fait que nous avons beaucoup, au niveau de VVF, insisté sur
les questions de droits de l'homme dans la conservation, parce qu'au-delà des populations autochtones, nous devons veiller à ce que partout dans ce que nous faisons, les droits de l'homme sont pris en compte. N'oublions pas que le monde change. Avant, au niveau de la conservation, comme il a dit, les braconniers, c'était des gens qui venaient pour juste la chasse de subsistance. Actuellement, nous avons beaucoup de braconniers qui sont armés. La chasse de subsistance. Actuellement, nous avons beaucoup de braconniers qui sont armés. La réponse a été vigoureuse au niveau du gouvernement. Il y a des gens qui sont armés au niveau des EcoGardes. Mais là aussi, quand on a une arme, on doit également être conscient des conséquences que ça puisse avoir à son niveau. Et c'est pour ça que nous insistons beaucoup sur ces questions de droits de l'homme dans la conservation. Et c'est pris en compte, effectivement, et nous devons le savoir. Et l'autre élément important sur lequel on devrait insister, c'est quand même les moyens, le rôle que nous devons jouer pour aider les partenaires à avoir les moyens. Parce que tout ça, ça coûte très très cher de faire des patrouilles. C'est pour ça que nous devons, notre rôle en tant que VVF, c'est de permettre à ce que les gestionnaires et les protégés trouvent assez de moyens pour faire assez de patrouilles. Parce qu'en général, ça dure au moins 3 semaines, 21 jours. Et si on veut faire... Alors, une patrouille, c'est 3 semaines au moins. Si on veut faire bien, c'est 3 semaines. Pour être pas sûr, moins que ça. Pas moins que ça. Si on veut que ça se passe très bien. Et ça demande beaucoup de moyens. Et des fois, ça demande à ce qu'il y ait une véritable collaboration entre le ministère des Forêts et de la Faune, le ministère de la Défense et d'autres ministères, également d'autres acteurs, pour dire que nous devons être conscients que tous ces moyens doivent être recherchés. Et là, je voudrais insister pour que les bailleurs de fonds, les donateurs, les partenaires puissent appuyer effectivement les efforts de conserver. Parce que même au sein de VVF, nous sommes très conscients que s'il n'y a pas assez de moyens pour pouvoir faire son travail, ce n'est pas en parlant seulement qu'on va régler ces questions. Ce sont des questions quand même très pragmatiques sur le terrain. Il faut trouver des moyens de protéger physiquement la faune sauvage. On peut parler beaucoup, constater qu'il y a autant d'ivoire, mais si on constate beaucoup d'ivoire, c'est que c'est trop tard. Alors, nous devons être sûrs que le mal a été barré dès le départ et que des actions concrètes soient menées pour que nous puissions être sûrs qu'il y ait des animaux d'ici dans les prochaines années. Alors, en dehors on parle de la question... Des animaux d'ici dans les prochaines années. Alors, en dehors on parle de la question faunique, mais également, il y a des populations qui vivent autour de ces aires protégées. Quand on a récupéré tous ces terrains qui ont été protégés, elles font quand même un peu d'agriculture aussi. Est-ce que il y en a qui, j'ai entendu parler des ignames qu'on avait cultivés et quelquefois on nous a plus permis de venir en cultiver. Est-ce que ce genre d'activité aussi comment dire, très surveillée au point où l'aire protégée, c'est vraiment qu'on ne peut plus y accéder d'une manière quasi définitive? Ce qui est fait actuellement, et non pas seulement maintenant, ce qui a été fait par le passé, depuis quelques décennies déjà, c'est d'inciter les communautés à développer d'autres activités génératrices de revenus. Parce que... C'est-à-dire à ne plus trop se focaliser sur la chasse et la pêche, par exemple. À la base, elles se focalisent presque essentiellement sur la chasse, de par leurs aptitudes, justement, oui, tout à fait. Comme je l'ai dit, leur présence séculaire dans la forêt. Est-ce que ce n'est pas un bouleversement quand même assez radical? C'est pourquoi je parlais d'un processus qui a commencé il y a quelques années et qui se poursuit. On l'a appris quand on était à l'école que ce sont des populations qui vivent de la chasse et de la cueillette. Oui, tout à fait. C'est depuis des siècles que cela se passe ainsi. Alors, il a été donc question de voir dans quelle mesure on peut progressivement les intéresser à autre chose. Et comme je l'ai dit, il n'est pas question de les détourner définitivement de la chasse. Mais il est question de voir dans quelle mesure les détourner définitivement de la chasse. Mais il est question de voir dans quelle mesure, comme M. Ndikumangenge l'a dit, on est dans un monde qui évolue. Parce qu'aujourd'hui, si la ressource n'est plus disponible, alors il va bien falloir trouver quelque chose d'autre à faire.
Il est donc question de les accompagner dans le développement d'autres activités génératrices de revenus, telles que l'élevage, telles que l'agriculture. Donc, ce genre d'activités qui peuvent leur donner d'autres types de revenus et de façon durable, telles que des activités liées au métier du bois, par exemple la sculpture, oui. etc., etc. On a des exemples qui ont marché ailleurs. Par exemple, lesquels? On a des exemples lorsque vous allez en Afrique de l'Est, par exemple. Kenya. Des pays comme le Kenya, l'Éthiopie, la Tanzanie génèrent des ressources importantes, des ressources énormes du fait de l'écotourisme, du fait de ce que des touristes viennent et payent à l'État des droits et taxes à des montants vraiment élevés pour pouvoir contempler. Parce qu'une espèce animale comme l'éléphant, c'est une espèce emblématique, c'est une espèce prestigieuse. Et même sur le plan purement des rites, si vous faites une étude à l'est, au sud et au sud-ouest, vous allez vous rendre compte que beaucoup de rites traditionnels sont basés sur l'éléphant. Beaucoup. On a toujours dit que l'éléphant est le gardien de la forêt. C'est une espèce emblématique. Il y en a qui ne l'ont pas chez eux, qui viennent chez nous, ils payent de l'argent pour pouvoir les regarder. On a d'autres. On a le lion. On sait quel est le symbole du lion pour le Cameroun. On a les lions indomptables. On a, je pourrais vous citer d'autres exemples où on prend le lion comme un modèle. Donc, on a ces espèces-là, on doit être fier de cette richesse. Et vous ne pouvez pas avoir une richesse et ne pas vouloir la conserver le plus longtemps possible. De cette richesse. Et vous ne pouvez pas avoir une richesse et ne pas vouloir la conserver le plus longtemps possible. Donc, il est donc question d'accompagner ces communautés, de les éduquer davantage, de les sensibiliser sur la nécessité de préserver cette richesse, de ne pas la perdre assez rapidement. Alors, et les programmes sur la remobilisation dans d'autres secteurs, qu'est-ce que ça donne ici? Ça donne quoi jusqu'à présent? C'est-à-dire agriculture, vous avez dit agriculture ou d'autres choses. Qu'est-ce que ça donne en ce qui concerne le Cameroun? Ces programmes ont des résultats assez mitigés. Oui. Et pourquoi ils sont mitigés? Ils sont mitigés parce que, et c'est justement pour ça qu'il est question d'affiner un peu les approches. Ils sont mitigés parce que la plupart du temps, ces programmes sont développés non pas avec les communautés, mais sont développés par des partenaires externes et sont proposés aux communautés sans s'assurer que cela cadre déjà avec le besoin même de ces communautés. C'est une critique que vous émettez là? Justement, c'est pourquoi je disais que... Vous êtes en train de descendre, comme on dit l'approche que nous sommes en train de développer maintenant, c'est une approche où on inclut les communautés en amont. C'est-à-dire qu'il est question de commencer à identifier les activités génératrices de revenus avec ces communautés. Et comme je le dis, il ne faut pas avoir peur de s'apporter une autocritique. Ce n'est qu'avec l'autocritique qu'on avance. On a constaté qu'il y a, pour plus d'efficacité, il n'est plus question de venir avec des projets tout ficelés et prétendre que ces projets vont marcher à 100%. Il est question d'impliquer les communautés en amont, qu'elles participent dès la réflexion sur qu'est-ce qui peut être bien pour elles. S'ils n'ont pas d'activité génératrice de revenus, de se concerter avec ces communautés pour identifier quelles sont les activités qui peuvent générer véritablement des revenus pour ces communautés-là. Et d'un autre côté, de les impliquer même dans le processus de décision. Et non pas une fois la décision prise, de penser pouvoir appliquer la décision et penser qu'elles pourront adhérer à cette décision. Il est question véritablement d'avoir une approche qui les implique en amont et tout au long du processus jusqu'à ce qu'elles soient véritablement considérées comme un acteur important dans tous les efforts de conservation qui sont faits au Cameroun. Quand vous dites mitigé, mais quand vous entend par la suite, on a le sentiment que vous ne vouliez pas dire mitigé, que vous vouliez dire plutôt que c'est un échec cuisant. Non, ce n'est pas un échec dans la mesure où on a dans certaines zones
J'ai parlé tout à l'heure de l'élevage, Oui. j'ai parlé de l'agriculture. On a des zones où des communautés tirent des revenus de ces activités-là. Mais on peut faire mieux. Et pour faire mieux, il faut se demander où ça n'a pas marché. Et justement, où ça n'a pas marché, et je le dis encore, c'est qu'à certains moments, on n'a pas réfléchi en amont avec les communautés. On est simplement venu mettre en œuvre des activités ou alors des projets qui avaient été pensés ailleurs. Et aussi, il y a un aspect important qui est celui de la durabilité. Absolument. Et M. Ndikoumangé l'a dit, lorsqu'il en a appelé à davantage de financement. Il est question non pas de venir développer des projets sur une période d'1 an ou de 2 ans et après partir. Parce qu'une fois qu'on part et qu'on ne partit, parce qu'une fois qu'on part et qu'on ne pérennise pas ce qui a été fait, on le dit si bien, chasser le naturel et rêver au galop. Lorsque ces communautés comprendront que ce ne sont pas des activités pérennes, durables, alors elles retourneront vers ce qu'elles ont toujours eu l'habitude de faire. Donc il y a cet aspect d'implication sur tout le processus et cet aspect de durabilité qu'il faut véritablement prendre en compte, et c'est pourquoi je parlais de résultats mitigés. Alors, oui, je voudrais, avant de passer à autre chose, une mise au point très importante qui va dans son sens. Vous n'avez pas de bouleversement Oui, quand même. Oui, quand même. Vous venez dans le milieu de ces gens, vous changez tout comme cela. C'est presque ça, parce que, effectivement, quand vous étiez au VVF il y a 10 ans, on parlait uniquement éléphant, forêt à son niveau. Mais maintenant, nous sommes en train de mettre ce qu'on appelle les practices, c'est-à-dire les visions stratégiques au niveau mondial, qui s'occupent justement des questions qui n'étaient pas à l'ordre du jour au départ. D'abord, l'agriculture. Nous avons une personne au VVF dont le rôle est de promouvoir l'agriculture au sein du réseau VVF. Tout le monde sait qu'on n'est pas FAO, mais comment est-ce qu'on doit faire de manière à ce que la sécurité alimentaire soit au premier plan? Parce que personne ne peut aller conserver l'éléphant s'il a faim. Mais même si ce n'est pas nous qui devons le faire, comment on doit trouver des stratégies pour vous travailler avec des spécialistes à son niveau? Ce n'est pas pour rien quand vous regardez notre rapport annuel 2016, ce n'est pas les éléphants qu'on voit ici, c'est quand même les questions des populations et des communautés qui sont ici. Deuxième élément, les questions relatives à l'eau. Actuellement, VVF Cameroun, c'est nous qui abritons le Global Water Partnership en Afrique centrale pour mettre le lien entre la conservation et l'eau. Actuellement, on se rend compte que l'eau, c'est l'enjeu du futur. Le Cameroun est le deuxième pays riche en eau en Afrique centrale, après la RDC. Ça, c'est un enjeu important qui va nous guider dans l'avenir. Nous avons oublié de la conservation que tous les grands noms, c'est les noms des fleuves. Quand vous regardez le Vouri, de la conservation, que tous les grands noms, c'est les noms des fleuves. Quand vous regardez le Vouri, la Sanaga, le fleuve Congo, tout ça. C'est ça qui a donné le nom à ce que nous faisons. C'est pour ça que les questions de l'eau doivent être liées à ce que nous faisons. Il y a bien sûr les océans. Le Cameroun a aussi un programme océan important, et c'est un des pays qui est chanceux d'avoir les océans. C'est très important au niveau de la sécurité, mais également au niveau de la sécurité alimentaire. Alors, au niveau du terrain, nous devons dire que nous avons beaucoup de programmes novateurs, notamment ce qu'on appelle l'éducation pour l'environnement, notamment au niveau du sud-ouest. Nous avons beaucoup de programmes pour éduquer justement, que ce soit les BACA d'autres personnes, qui est aussi une composante de la conservation. Mais nous avons aussi et surtout développé beaucoup de coopératives autour des protégés, notamment autour de Bakossi. Et là, vous voyez vraiment les meilleures coopératives qui produisent le miel au Cameroun, c'est à Tombé, à côté de Parc National. Dans le sud-ouest. Voilà. Mais aussi, nous avons d'autres coopératives qui sont très ambitieuses pour chercher un label. Et pour dire que la conservation, ce n'est pas seulement les protéger, mais c'est ce que nous mangeons autour de les protéger. Et là, ça va donner beaucoup d'intérêt aux gens de conserver ce que nous faisons actuellement. Il y a enfin un programme important sur l'éducation des BACA. Et nous avons lancé la semaine passée. Là, sur ce plan-là, oui. L'éducation des BACA, oui. Puisque on voit que les BACA sont encore des gens qui sont en marge, on ne les voit pas beaucoup représentés. Et effectivement. Et qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous allez, il y a des écoles spéciales pour eux, ou bien vous les envoyez dans toutes les écoles? Non, il y a d'abord une démarche globale. Oui, qui est quoi? D'abord, les appuyer pour les encourager. Vous savez que, grosso modo, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, il y a cette vision péjorative des BACA, qui sont des sous-hommes. Ça reste toujours, on essaie de corriger ça pour qu'on les encourage à aller à l'école. Mais deuxièmement, nous avons des appuis ciblés. Et nous avons des appuis ciblés, par exemple, au niveau
du Tridome pour pouvoir faire des écoles vraiment pour les BACA. Mais actuellement, nous venons de lancer un programme conjoint plan du Tridome pour pouvoir faire des écoles vraiment pour les BACA. Mais actuellement, nous venons de lancer un programme conjoint plan international et VVF pour justement les former dans les écoles, mais également les encourager à être formés, à être au même niveau que les autres. Et là aussi, bien sûr, nous avons des partenaires avec le ministère des Affaires sociales pour justement les former également, leur donner des appuis divers pour qu'ils puissent également accéder au niveau de l'instruction, au niveau du primaire, du secondaire. Et donc, vous escomptez quel résultat? Est-ce que vous pourrez dire, dans la population des peuples autochtones au Cameroun aujourd'hui, vous me donnez les chiffres, on est à combien? Combien de mille? Je connais que les chiffres au niveau de la sous-région, au niveau c'était 80 000. Oui. Au Cameroun, je pourrais vérifier ça, mais au niveau des indicateurs, oui, nous vous disons qu'au moins 30 ou 40% quand même des gens aillent à l'école et puis à l'école secondaire. Et là, on doit vraiment trouver des indicateurs sur le terrain. Oui. Et là aussi, l'autre stratégie que nous mettons au niveau international, surtout au niveau du Cameroun, ce sont les indicateurs sociaux. Comment est-ce que l'année prochaine, on pourrait venir en disant que quand on a fait l'émission, nous sommes aujourd'hui le 18, c'est ça? Oui. Comment est-ce que le 18 septembre 2018, nous pourrions montrer qu'on était à 18 élèves BACA à l'école secondaire? Maintenant, nous sommes à 36. Il faudrait nous demander une année plus tard quels sont les grands indicateurs sociaux. C'est pour ça que nous avons des indicateurs sociaux qu'on doit mettre en place de manière concrète en allant montrer combien de filles BACA, combien d'enfants BACA sont allés à l'école, autres aires protégées. Et c'est de cette manière que nous allons protéger nos aires protégées grâce à l'éducation pour l'environnement, grâce aux populations formées, mais également grâce aux populations engagées à protéger nos idéaux et les aires protégées. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous, quand vous êtes dans la lutte contre la criminalité phonique, quelle est la dimension que vous accordez à l'éducation? Parce que c'est vrai que quand vous dites les gens n'ont plus accès, on rentre toujours dans le domaine de l'éducation, mais il faut entrer, il faut aller peut-être de manière beaucoup plus... Les gens n'ont plus accès, on rentre toujours dans le domaine de l'éducation, mais il faut entrer, il faut aller peut-être de manière beaucoup plus détaillée. Quand on dit éduquer à ces questions-là, comment vous vous y prenez? Oui, déjà, il faut préciser que l'interprétation commune qu'on a du braconnage, c'est la chasse. Voilà, absolument. On a souvent entendu pourquoi tant de bruit parce que quelqu'un est allé chasser ou alors tuer du gibier. Mais ce que vous devez comprendre et ce que j'aimerais que les téléspectateurs comprennent, c'est que c'est beaucoup plus complexe que la chasse, que simplement la chasse. Et ça l'est de plus en plus. Avant, c'était quasiment réduit à de la chasse, justement, de subsistance. Mais aujourd'hui, c'est un phénomène beaucoup plus complexe. C'est un phénomène, comme je l'ai dit, qui s'opère autour des réseaux mafieux, criminels bien organisés, avec divers protagonistes. Les chasseurs sur le terrain, des intermédiaires qui collectent des produits, qui donnent à ce qu'on appelle généralement des braconniers à col blanc, qui s'assurent le transport ou bien la vente à l'étranger pour des marchés européens, asiatiques, américains, etc. Et cet aspect-là est très sérieux parce qu'il implique des aspects en termes de perte de la biodiversité, bien évidemment, parce que ces espèces sont abattues ou capturées, mais ils impliquent également des aspects sécuritaires. Pourquoi? Parce que l'abattage de ces espèces, notamment de l'éléphant, généralement se fait avec des armes lourdes, avec des armes de guerre. Et on se retrouve littéralement face à un problème qui est celui de la prolifération des armes dans ces zones-là. Face à un problème qui est celui de la prolifération des armes dans ces zones-là. Et qui pose définitivement un problème de sécurité. Absolument. Elles impliquent également des aspects liés, des aspects sociaux, du fait que ces populations autochtones, justement, sont instrumentalisées pour aller commettre ces actes. Et une fois qu'un chasseur, qui est un père de famille, est arrêté, on se retrouve dans un cas de dérèglement social. Oui, parce la que famille, la famille vous voyez, c'est tous ces aspects qui sont importants
et qui font partie de l'éducation dont il est question. Il est question de faire comprendre au commun des Camerounais que le braconnage dont il est question n'est pas simplement une affaire d'aller chasser du gibier. Si ce n'était que cela, on n'aurait pas toutes ces conséquences négatives déjà sur la biodiversité. Il a parlé tantôt, il y a quelques années, de ce qu'en l'espace de 3 semaines, des centaines d'éléphants ont été abattus dans la zone septentrionale, notamment au parc de Bobandida. On n'est pas ici face à des personnes qui venaient chasser l'éléphant pour sa consommation, pour sa viande. On sait qu'un éléphant, on connaît l'envergure d'un éléphant. Des tonnes de viande qui peuvent faire vivre, qui peuvent nourrir des villages pendant des semaines. Mais lorsqu'on abat des centaines d'éléphants pendant un espace de temps aussi réduit, et qu'on abandonne des carcasses en décrépitude dans la nature, et qu'on ne retire que les deux défenses, alors on est véritablement là face à des criminels qui se font de l'argent. Donc c'est tous ces aspects qu'il faut éduquer les populations en leur disant, lorsque vous allez abattre un éléphant, cela ne vous bénéficie pas. Peut-être que cela vous bénéficie dans l'immédiat parce que vous prélevez un peu d'argent. Mais à long terme. Mais à long terme, cela porte préjudice déjà à votre communauté, mais à l'État tout entier. Il est long terme, cela porte préjudice déjà à votre communauté, mais à l'État tout entier. Il est donc question de voir dans quelle mesure briser cette chaîne, casser ce lien entre les populations locales et ces braconniers à col blanc qui, en définitive, sont ceux-là qui bénéficient le plus. Alors, de cette quand vous activité. allez sur le terrain, ça se passe comment, monsieur Ononino? Dites-moi, quand ça va, vous allez sur le terrain, est-ce que vous êtes un peu, pour reprendre la formule, vous êtes un père fouettard ou alors vous dialoguez, vous essayez de faire passer le message pour que ça se comprenne très bien, et pour que vous soyez le plus réceptif possible? Ok. Alors, ce que nous avons fait et ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que on a développé ce qu'on appelle, je vais donner la terminologie un peu scientifique, oui, ce qu'on appelle le cadre de prévention de la criminalité basé sur les communautés. Donc en anglais, c'est le Community Based Wildlife Crime Prevention Framework. Donc c'est un instrument qui a été développé afin d'impliquer les communautés dans la conservation. C'est un exercice qui consiste à inviter les représentants des communautés et vraiment en le faisant en respectant toutes les composantes, c'est-à-dire les aînés, les femmes, donc le genre, et les jeunes. On les fait asseoir sur la table, c'est un processus de dialogue en fait. Et il a plusieurs étapes. On commence par leur demander de définir, de décrire ce que la criminalité fournie représente pour eux. Et c'est un exercice assez passionnant, parce que vous pouvez vous-même voir la criminalité à travers leurs yeux. Et ce n'est pas toujours la même vision que nous avons de cette criminalité-là. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent voir, ils ne voient pas forcément... Ils ne voient pas forcément des tous éléments, ces dégâts, tous ces dégâts que nous avons mentionnés, ces dégâts collatéraux, mais qui sont des tous éléments, ces dégâts tous ces dégâts que nous avons mentionnés, Mais- ces dégâts collatéraux, mais qui sont très importants. Cet aspect sécuritaire, cet aspect social, ils n'y voient pas. Ils y voient quelque chose qu'ils ont eu l'habitude de faire, c'est-à-dire chasser, qui sont dans leur gène, qu'ils ont eu l'habitude de faire pendant des décennies, pendant des siècles. Ensuite, vous leur demandez comment est-ce qu'ils aimeraient, eux, être traités. Et là également, c'est très intéressant. Parce que vous voyez en fait que c'est des personnes qui demandent à être écoutées, qui demandent à être entendues, qui demandent à être impliquées dans le processus de décision, qui ne demandent pas à être considérées simplement comme ceux-là à qui on applique des décisions. Ensuite, vous leur demandez quel type de relation est-ce qu'ils aimeraient avoir avec les agents de la conservation, avec ces éco-gardes. Et là, c'est également très fascinant. Parce qu'ils vous disent, par exemple, qu'ils aimeraient organiser des matchs de football avec les équipes d'éco-gardes sur le terrain. Et ça se fait? Est-ce que la question est étudiée? Comme je l'ai dit, Oui. on a commencé à étudier, on a choisi 3 aires protégées, Lobeke, les parcs nationaux de Lobeke, de Boubambek et de Nki, au sud-est du Cameroun. On a développé cet exercice et maintenant on est en train de développer des activités sur la base des résultats obtenus de cet exercice. Donc le premier aspect a été cet aspect de dialogue.
Et je vous assure qui a contribué à assainir déjà les relations. Parce qu'au début des exercices, il y avait une sorte de tension. Oui. C'est-à-dire qu'on se regardait un peu en chaîne de faïence. Chacun se méfiait un peu de l'autre. Mais au sortir de l'exercice, on avait quelque peu des scènes de camaraderie, des scènes de fraternité et tout. Et les éco-gardes, les personnels en charge de la gestion des aires protégées, nous ont rendu compte de ce que ça contribue déjà à assainir le climat de travail sur le terrain. Mais il faut faire davantage. Il faut développer dans ces activités. Et nous sommes... Mais il faut faire davantage. Il faut développer dans ces activités. Et nous sommes en train de nous atteler à le faire. Il faut également étendre cet exercice à d'autres communautés et à d'autres aires protégées. Oui, mais avant d'en arriver à d'autres communautés, est-ce que la question est valable pour tous les deux? Est-ce qu'on a quand même aussi entendu que les populations autochtones étaient pratiquement considérées comme les propriétés des Bantous et autres? C'est-à-dire que dans un village, il n'y a pas de repère pour les populations autochtones. En réalité, on dit, bon voilà, ici ce sont les Bantous qui décident, les populations autochtones, vous n'avez rien à voir là-dedans. Disons que schématiquement, ce n'est pas comme ça, il y a quand même un rapport de force. Oui, qui est en faveur des Bantous. En principe, oui, les gens qui ont la terre, des fois, ils ont tendance à croire que justement, au niveau de la représentation, c'est justement une représentation qu'il faut changer. Parce que dans la représentation des Bantous, et on est propriétaire de ce qu'on a conquis par là, ou par la terre. Tandis que chez Lubaka, lui, dans sa représentation, lui, c'est un homme qui fait la transhumance, qui parcourt la forêt. Donc, c'est très important de savoir que ces deux représentations doivent être mises sur la table. Et c'est pour ça qu'au sein des communautés, nous devons renforcer également ce dialogue entre les deux pour dire qu'au niveau des plans d'aménagement, il y a d'autres questions que nous mettons en œuvre sans consulter également les populations autochtones, parce que cette marginalisation existe bel et bien. Là, on le sait très bien. Sous d'autres questions aussi, j'ai assisté par exemple autour de certaines communes, notamment la commune de Yoko, où il y a ce conflit entre les Mbororo, qui sont également les Bantous. Par exemple, les Mbororo ayant, par exemple, le bétail, disant qu'ils ont plus d'argent que les Bantous, ils disent que quand une mouche vient quelque part, entre le lait et la nourriture, ils choisissent le lait pour dire que quand même les Mbororo sont plus importants que les autres. Il y a quand même cette marginalisation entre les communautés qu'il faut casser par rapport à ça. Mais je pense que le plus important, c'est d'abord que nous puissions, communautés, qu'il faut casser par rapport à ça. Mais je pense que le plus important, c'est d'abord que nous puissions apporter notre apport au niveau de mettre les gens ensemble, au niveau des plans d'aménagement. Ça, c'est très important. L'autre élément important, comme il a dit, c'est au niveau de la conscientisation des uns des autres. Parce que la valeur ajoutée justement de la conservation, c'est de montrer que les aires protégées peuvent apporter beaucoup plus de moyens, non pas en tuant les animaux, mais par exemple en les laissant vivre. Parce que quand on fait l'écotourisme, par exemple, les retombées issues de l'écotourisme peuvent être beaucoup plus importantes que les retombées issues de la bataille des éléphants à son niveau. On peut donner l'exemple du Rwanda, par exemple, avec 600 ouvriers de montagne, on peut avoir beaucoup de millions de dollars. Grâce à l'écotourisme. Et c'est pour ça qu'il faudrait absolument limiter justement cette marginalisation de la population autochtone à travers des projets concrets qui montrent qu'on peut avoir des bénéfices communs à travers la conservation. Alors si oui, je peux ajouter monsieur quelque chose. Ce que vous avez relevé est la conséquence de ce qu'on a dit précédemment, qui est que les populations locales, on les utilise en leur donnant des armes et des munitions. Et il y a aussi un constat qu'il est quand même important de relever ici, c'est que le braconnage aujourd'hui, ou le commerce illégal de la faune, se fait parfois avec la complicité des autorités locales, avec la complicité de ceux-là même qui doivent veiller au respect de la loi. Et parfois, ce sont ces personnalités, ces autorités qui ont des équipes de chasseurs à qui elles fournissent des armes et des munitions. Et par conséquent, parfois, elles utilisent ce genre de terminologie telle que vous l'avez suivi, que mon pygmée, mon baka, etc. Bien évidemment, c'est des pratiques que nous condamnons. Parce que, et ce n'est qu'en éduquant davantage ces populations pour que nous condamnons. Parce que, et ce n'est qu'en éduquant davantage ces populations pour leur faire comprendre justement que dans ce
business, si on peut l'appeler comme ça, elles sont les parties qui perdent le plus, mais qui sont le plus à risque. Parce que c'est eux qu'on voit très facilement en forêt, c'est eux qu'on peut arrêter facilement, mais à contrario, ce sont ceux-là qui gagnent le moins dans cette affaire. Alors, il y a une autre dimension, on a parlé de criminalité faunique, oui, mais on parle aussi notamment de la question forestière, la question des forêts. Elle est sensible dans ces zones-là aussi, Monsieur Dikoumangenge. J'ai entendu beaucoup de plaintes, on a parlé d'une société qu'on appelle Biopalm. Vous la connaissez? Oui, je connais. Voilà. Oui. Biopalm. On a entendu que Biopalm était en train de prendre beaucoup de terrain, notamment dans le sud Cameroun. De quoi s'agit-il? Pourquoi il y a tellement de récriminations à ce sujet? Non, je pense qu'il faut distinguer deux choses. D'abord, la question forestière et puis la question d'accaparement des terres. Absolument. Ça fait deux questions ça différentes. Fait beaucoup, oui, la première question, c'est que, comme vous savez, le Cameroun, au niveau du bassin du Congo, c'est le deuxième pays qui a plus de forêt après la RDC en termes de superficie. Et puis aussi, en termes d'exploitation du bois aussi, vous savez que le Cameroun joue un rôle important au niveau du oiseau du bois. Et le Cameroun aussi a pris une grande mesure de transformer depuis 15 ans localement le bois, ce qui a amené quand même une plus grande valeur ajoutée au niveau national. Mais d'un autre côté également, ça a créé beaucoup de pression sur la ressource. Il y a une grande pression sur la ressource à son niveau, puisque la demande est là. Alors, au début, avant la crise de 2008, il y avait une grande importance des forêts qui allaient en Europe. Mais après, avec la crise, il y a eu les Asiatiques qui ont pris le devant, notamment les Chinois, notamment le Vietnam et d'autres pays. Pour dire les Asiatiques qui ont pris le devant, notamment les Chinois, notamment le Vietnam et d'autres pays, pour dire que les exportations vers la Chine ont pris le pas sur l'exportation vers l'Europe. Ce qui fait que, justement, les bonnes pratiques qui étaient exigées de la part des Européens ne sont plus vraiment exigées par les Asiatiques. Ce qui fait qu'actuellement, on constate que même la certification FSC, qui était le juge de BVF, n'est plus appliquée par tout le monde parce que certains concessionnaires disent que ça coûte très cher pour rien d'être bien certifié, ce qui n'est pas vrai. Mais ils disent qu'effectivement, on préfère appliquer le minimum de l'égalité et vendre notre bois. Ça, c'est un problème. Parce que notre rôle, justement, ça a été de faire le partenariat avec le secteur privé et puis encourager justement le secteur privé d'aller vers la gestion durable pour la durabilité, justement, pour éviter qu'on coupe n'importe quoi. Alors, la conclusion, c'est qu'actuellement, la superficie certifiée au Cameroun a beaucoup diminué au niveau national, mais nous pensons augmenter au fur et à mesure. Il faut absolument que les sociétés qui ont le certificat de bonne gestion, notamment la situation FSC, continuent à augmenter. Nous avons un programme forêt qui est fort, qui essaie d'encourager les gens dans ce sens. Et là, nous devons justement travailler dans ce processus. Parallèlement, nous devons savoir que la forêt, ce n'est pas seulement que le bois. Il y a les produits forestiers non ligneux. Et c'est pour ça que dans les conditions forestières contiguës aux aires protégées, nous devons d'abord promouvoir la gestion communautaire au niveau des forêts communautaires. C'est pour ça que autour de Campoman, également autour de Bumbambe Kenki, nous avons développé les forêts communautaires là-bas pour justement essayer d'impliquer les communautés dans les forêts qu'ils gèrent elles-mêmes. Et ça, c'est un élément important que nous puissions promouvoir la gestion des forêts communautaires. Alors, la conclusion, c'est qu'actuellement, au niveau de WWF, nous devons maintenir le cap justement de maintenir. La conclusion, c'est qu'actuellement, au niveau de WWF, nous devons maintenir le cap justement de maintenir les forêts, mais également maintenir ce que nous appelons les forêts de haute valeur de conservation, qui est un concept justement qui lie le côté économique, le côté culturel et le côté social. Par exemple, les forêts où les communautés mènent les rites, nous devons les préserver. Les forêts qui sont les forêts culturelles doivent être préservées à son niveau et nous devons veiller à ce que tous les rites et les usages traditionnels soient maintenus au niveau de ces forêts. Alors, vous avez parlé également du cas de Biopalm. Le cas de Biopalm, c'est un cas global. Je ne vais pas citer le Massa, mais il faut savoir que l'Afrique est sujette d'accaparement des terres. Parce que justement, il y a beaucoup de pays, comme l'Indonésie et la Malaisie, où justement, grâce à l'explosion des agro-industries, ils ne sont plus autorisés
à augmenter la superficie octroyée à cette agro-industrie. Ce qui fait que ça fait un appel d'air à ces pays qui seront plus sur l'Afrique. Le premier pays où ça a eu beaucoup de conséquences, c'est pas le Cameroun, c'est le Libéria. Il y a beaucoup de demandes au niveau du Libéria, il y a beaucoup de demandes au niveau de Madagascar, ce qui a créé beaucoup de révolutions. Alors, le cas de ces agro-industries qui viennent s'installer au niveau des pays, c'est qu'il y a eu beaucoup de débats autour de ça. Mais je pense qu'au niveau du gouvernement, il y a eu un consensus justement, parce que si j'ai bonne mémoire, ils avaient demandé de grandes superficies. Il y a un consensus pour qu'on puisse trouver une manière de réduire la superficie qu'ils ont demandé pour justement impliquer les communautés dans ce processus. L'élément majeur qu'on doit noter à ça, c'est que tous ces agro-industries, ça peut être utile aux communautés, mais on doit veiller à ce que justement d'avoir l'héritage. Et là, ça pose un problème. Je n'ai pas voulu entrer justement dans ces cas précis à ce niveau. C'est un cas qui est documenté. Qui est documenté. Le gouvernement est au courant. Nous avons rencontré effectivement les autorités au plus haut sommet. Ils ont décidé d'octroyer une certaine superficie à ce niveau, après des négociations. Mais je pense qu'il est plus sage effectivement de travailler avec ces agro-industries. Et justement, nous avons un département de l'EVF qui s'appelle Business avec les industries, pour pouvoir justement les obliger ou bien les aider à faire les synergies avec les petites industries. Et c'est ça où nous devons intervenir pour que, au lieu de les bannir, comment est-ce qu'on peut les demander d'appuyer les coopératives? Parce qu'ils quand même, ils amènent des capitaux dans le pays. Comment est-ce qu'on peut aussi les obliger à ne pas, à donner de bons exemples, de ne pas continuer à couper les forêts, mais également d'intégrer justement les coopératives, mais également appliquer les bonnes pratiques là où ils travaillent. C'est ça qu'on leur demande. Parce que vous savez qu'on a beau dire, il y a cette demande également, cette dichotomie, bien cette synergie qu'on doit mener entre l'agriculture et les forêts. Vous savez que c'est un combat qui est toujours là, parce que les gens de l'agriculture veulent également étendre, parce que notre population augmente. Comment est-ce qu'on doit nourrir les Camerounais? Comment on doit faire? Et la WWF a trouvé une manière de prendre tout ce qui était problème en mettant comme opportunité. C'est pour ça que les questions agricoles doivent être mises sur la table. Non pas pour empêcher aux gens de cultiver, mais pour voir comment est-ce qu'on doit amener les bonnes pratiques à son niveau. Comment est-ce qu'on doit nous assurer que ces grandes industries encouragent les coopératives. Comment est-ce qu'on doit se rassurer que la prise en compte des communautés est réelle dans le terrain? Moi, j'étais frappé, par exemple, quand je suis parti en Malaisie, ce qu'ils appellent les petites communautés là-bas, ils ont des motos, ils ont l'électricité, ils ont l'eau. Si on peut obliger ces grandes industries à encadrer les petites communautés, ça pourrait être une voie dans leur cahier de charges. Dans le cahier de charges. Dire que voilà, vous devez faire, vous devez apporter telle commodité. Et le gouvernement devez faire, vous devez apporter telle commodité. Et le gouvernement doit réguler quand même pour éviter la déforestation, pour éviter la perte en termes de superficie. C'est là où je devais m'en charger à ce niveau. C'est pour ça que nous avons, au de la conservation, un programme parmi AOIL. Nous avons une stratégie parmi AOIL qui vient d'être validée au niveau sous-régional. Et nous sommes en train de travailler avec le MINADER au niveau du Cameroun pour pouvoir justement faire valider la stratégie nationale parmi AOIL au niveau du Cameroun. Pour dire que justement, cette stratégie peut être bénéfique parce que, au-delà de ce que nous disons, le Cameroun est toujours déficitaire en termes d'huile de palme. Est-ce que c'est normal qu'on importe ça? Comment est-ce qu'on doit promouvoir justement cette énergie entre les grandes industries et les communautés pour pouvoir nourrir les Camerounais tout en conservant la biodiversité? Ça, c'est notre vision dans ce sens. Alors, un mot, c'est un point important, un mot sur la gestion des forêts communautaires. C'est un programme qui est plutôt important par rapport au devenir des populations autochtones. Les résultats, c'est quoi à l'heure qu'il est? La gestion des forêts communautaires. On a eu des résultats là-dessus. Est-ce que les populations autochtones s'y retrouvent? Déjà, il faut dire que les forêts communautaires, c'est l'un des aspects justement sur lesquels le WWF a appuyé également le gouvernement camerounais. Parce que nous avons accompagné le processus de création des premières forêts communautaires au Cameroun. Et la gestion de ces forêts communautaires a connu un certain nombre de résultats assez positifs, dans la mesure où ces communautés perçoivent des redevances
du fait de la gestion de ces forêts, lesquelles redevances leur permettent donc de pouvoir développer un certain nombre d'activités qui permettent de percevoir des revenus bénéfiques à ces communautés-là. Mais il faut dire également que il y a au sein même des communes, mais il faut dire également que il y a au sein même des communautés parfois des conflits dans le cadre de la gestion des forêts, de ces forêts-là. Il y en a qui sont parfois, comment on va le dire, on va dire peut-être un peu floués par les élites. C'est-à-dire qu'au sein de la communauté, on a des membres qui sont un peu plus influents que les autres du fait de leurs relations et tout, du fait justement qu'elles sont considérées comme des élites. Et s'accaparent plus ou moins la majorité des ressources qui sont générées par les forêts communautaires. Mais à la base, la forêt communautaire, c'était véritablement un processus qui permettait aux communautés d'avoir une certaine participation dans la gestion de la ressource forestière. De l'autre côté, on a eu également la création des zones d'intérêt synergétique à gestion communautaire. Donc, c'est également des processus qui ont permis d'attribuer aux communautés des zones sur lesquelles on pouvait faire de la chasse et pour lesquelles des revenus devaient être reversés, au moins en partie, aux communautés, afin de pouvoir leur permettre de bénéficier justement de la valeur de ces ressources-là. Justement, l'autre question, quelle est la place des Baka ou des populations autochtones? Je crois qu'il y a deux exemples qu'on peut donner. Et quand vous regardez, par exemple, un des premiers plans d'aménagement de Parc Campoman, il y a eu quand même beaucoup de négociations. Et ça a été vraiment un plan d'aménagement participatif qui a impliqué effectivement les bagueries aussi dans la zone. Il y a aussi un autre exemple qu'on peut donner, une foyer communautaire qui est dirigée par les Baka, c'est au niveau du village Congo, après Lomier là-bas. Et là aussi, même si ce n'est pas toujours très... c'est pas toujours de bons exemples qu'on donne, il y a quand même certaines forêts, même si c'est pas toujours très... c'est pas toujours de bons exemples qu'on donne, il y a quand même certaines forêts communautaires qui sont gérées par les Baka. Comme il dit, c'est un processus qui est là, où on devra continuer à apporter notre savoir et nos savoir-faire. Je pense qu'une des leçons apprises, c'est d'abord le renforcement des capacités. Comment est-ce qu'on doit continuer justement à faire de manière à ce que les gens gèrent mieux les ressources. Et puis ensuite aussi que l'argent soit bien investi. Je pense que ce sont des programmes qui sont phares. Parce que n'oublions pas, comparé à d'autres pays de la sous-région, le Cameroun est un des pays où ça fonctionne, comparé à EDC ou d'autres, nous devons faire ça, des leçons apprises pour que nous puissions justement en fait des modèles pour que les communautés puissent bâtir l'avenir là-dessus, juste pour mieux gérer, mais également pour mieux planifier l'avenir, également réduire la pression sur les aires protégées, parce que n'oublions pas que ces forêts communautaires, si elles sont bien gérées, ça diminue beaucoup la pression autour des protégés, mais également ça permet à ce que nous puissions avoir un œil sur la synergie entre ces forêts communautaires et les grands concessionnaires, parce que certains grands concessionnaires sont venus justement couper dans les forêts communautaires au détriment des communautés. Et là, ça pose des problèmes. En complète illégalité. C'est en complète illégalité. Et ça appauvrit justement les communautés au profit peut-être des élites ou des minorités qui parlent au nom des communautés. Et là aussi, c'est là où on doit vraiment veiller à ce que tout ce qui est communautaire reste communautaire pour que les communautés gardent l'œil parce que c'est tout le monde qui gagne quand il y a une équité dans ce sens. Alors, nous allons terminer par là. Est-ce qu'il y a un vrai leadership qui se dégage des communautés autochtones aujourd'hui au point que vous avez des interlocuteurs? Parce que là, est-ce que vous, en tant que responsable de la lutte contre la criminalité faunique et vous en charge de la conservation, vous avez des interlocuteurs là-bas qui pèsent d'un certain poids et qui peut vous dire des choses et en qui vous pouvez vous fier? D'abord, effectivement, nous pensons qu'effectivement, il y a un leadership qui se crée au niveau de la sous-région, au Cameroun en particulier. D'abord, le Cameroun crée au niveau de la sous-région, au Cameroun en particulier. D'abord, le Cameroun peut se vanter d'avoir le RACOPI, qui est un des réseaux autonomes, et qui ne dépend pas surtout des bailleurs de fonds, mais qui s'est développé à partir... Au CAPI. Vous l'avez appelé? Non. Le RACOPI. RACOPI. Je dis bien le RACOPI. C'est le RACOPI. D'accord. C'est le RACOPI. Oui. C'est un réseau
qui travaille au Cameroun, qui travaille autour des populations autochtones et qui a justement le mérite de rassembler toutes les organisations qui travaillent sur les populations autochtones au Cameroun. Et ça, c'est très important parce que ça permet de mettre une valeur en avant. Ce qui est mis en avant, ce n'est pas tellement l'argent, c'est la vision qu'on a. Comment est-ce qu'on peut le rendre autonome? Comment est-ce qu'on peut développer un dialogue autour du Cameroun? Comment est-ce qu'on peut mettre ensemble et les chercheurs et les gens de développement? Alors, ça, c'est un élément important. Il y a aussi un autre axe qu'il faut développer, c'est ce qu'on appelle le REPALEAC. Le REPALEAC, c'est le réseau population autochtone d'Afrique centrale, qui est un réseau sous-régional, mais qui a une composante nationale. Dans la composante nationale, il y a bien sûr beaucoup d'ONG, BACA, il y a ASBAC, il y a d'autres, mais également, nous pensons que effectivement, ce réseau REPALEAC, avec une composante nationale, peut être une plateforme de dialogue entre population autochtone au niveau national, mais également entre les populations autochtones au niveau sous-régional. Nous sommes contents d'annoncer que il y a 2 mois, on a organisé à Douala, le REPALEAC a organisé à Douala, une grande réunion pour définir la stratégie. Justement, le problème des populations autochtones, c'est que comme il y a tout le monde qui veut les appuyer sans stratégie, on souhaiterait qu'il y ait une stratégie commune au niveau sous-régional avec des composantes nationales et WWF, UICN, Banque mondiale. Nous appuyons justement la mise en place de cette stratégie. Ça, c'est des éléments importants qu'il faudrait promouvoir. Mais là aussi, au niveau national aussi, nous appuyons également le leadership du ministère des Affaires sociales, le MINAS. Le MINAS a des plateformes également, le leadership du ministère des Affaires sociales, le MINAS. Le MINAS a des plateformes qu'il gère au niveau sous-régional, au niveau national, pour que nous puissions également, à ce niveau, appuyer dans le processus. Mais WWF a le mérite d'avoir une personne, justement, qui, pour des raisons techniques, n'a pas pu être ici. Nous avons un fonctionnaire de WWF qui est chargé de la population autochtone et dont le rôle, justement, est de veiller à ce que tous les projets de WWF prennent en compte, justement, ces questions de population autochtone, mais également anime les plateformes au niveau national pour que nous puissions nous rassurer que les intérêts des personnes autochtones sont pris en compte à ce niveau. Avec un leadership qui se dégage. Alors, M. Ononino, un mot à ce sujet aussi? Je pense que M. Ndiko-Mangengue a suffisamment bien couvert la question. Peut-être pour dire qu'au quotidien, véritablement, on s'assure que les organisations de la société civile au plan local qui accompagnent les communautés, que nous puissions travailler en collaboration avec elles. Parce qu'elles ont l'avantage de pouvoir davantage traduire en des actes ou en des actions concrètes, ou bien mieux faire passer le message. Parfois même cela se fait en langue vernaculaire, cela se fait par des canaux qui sont mieux perçus et qui définitivement font mieux passer le message. Donc c'est également des acteurs qu'il est question de prendre en compte. Et peut-être pour dire également qu'il est important qu'on accorde nos violons, c'est-à-dire les différentes ONG qui interviennent en matière de conservation, que nous accordions nos violons sur la question d'implication des communautés. Parce que si nous accordions nos violons sur la question d'implication des communautés, parce que si nous tous nous reconnaissons au même titre l'importance de cet acteur dans les efforts de conservation et que nous adoptions une approche commune, alors on a davantage de chances d'être plus efficace sur le terrain. Alors, merci monsieur de nous avoir permis de mieux comprendre la question des droits, la défense des droits des peuples autochtones aujourd'hui au Cameroun. Et merci de tous les éclairages que vous avez pu nous apporter. Monsieur Ndiko-Mangengue, vous êtes du WWF, et puis monsieur Alain Ononino, vous qui êtes responsable de la lutte contre la criminalité phonique dans la zone de l'Afrique centrale. Oui, d'accord, absolument. Absolument. Merci donc d'être venu pour tous ces éclairages. Je vous donne rendez-vous prochainement dans cette émission Géopolis, tout comme je donne rendez-vous aux téléspectateurs d'Equinox Télévision qui nous ont suivis dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30 pour une nouvelle édition
En attendant, restez en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Madame, monsieur, à bientôt.